Moi, je pense qu'on n'arrête pas la mer avec ses mains. Mhm. On ne peut pas empêcher un étudiant de vouloir découvrir d'autres contrées. Par contre, il faut l'encadrer, les accompagner pour qu'il se fasse dans de très bonnes conditions. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes avec un nouvel invité de l'économie sur la chaîne YouTube de RFI. Cet invité, il est à la tête de l'une des écoles de commerce et de management les plus réputées sur le continent africain. C'est une marque mondiale. Bonjour Abdoulaziz Sy. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Subdeco Dakar. C'est l'un des leaders de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Vous êtes vous-même enseignant-chercheur et vous êtes le vice-président de l'AmCham Sénégal. C'est la chambre de commerce américaine dans votre pays. On connaît les enjeux du moment avec les États-Unis. Alors avant de parler des gros sujets de mobilité internationale, de brain drain, la fuite des cerveaux, de l'entrée de l'intelligence artificielle dans le monde du travail et de l'éducation, justement, les écoles de commerce, un secteur ultra concurrentiel dans le monde, en Afrique comme ailleurs, les plus réputés, y installent des antennes locales. On a HEC, l'ESSEC, Schema, Cage, d'autres encore, avec un certain succès. Comment vous vous positionnez? Quelle est votre cible, si l'on parle le langage marketing? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Très heureux de venir ici à RFI, parler de ces sujets d'éducation, de formation qui m'intéressent au plus haut point. Comment nous nous positionnons? Écoutez, nous sommes dans un environnement concurrentiel, vous l'avez dit, mais nous sommes une école qui reste sénégalaise, africaine, sur le continent, et qui donc comprend très bien les problématiques de notre continent et forme des jeunes qui doivent trouver des solutions, faire preuve d'inventivité, de créativité et répondre à ces problématiques-là. Parce que vous accueillez des étudiants pas seulement sénégalais. Tout à fait. D'ailleurs, nous définissons comme une école africaine, parce que 35% de nos effectifs proviennent des pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et par conséquent, nous sommes une école très tournée vers le continent africain. Et notre force, c'est cette capacité à pouvoir aussi produire intellectuellement des concepts pédagogiques qui sont adaptés à nos réalités locales. Ça veut dire qu'il y a un travail de prospection dans les autres pays africains, dans l'enseignement secondaire, dans les lycées ou dans des universités? Vous faites ce travail? Oui, bien sûr. Nous faisons aussi l'effort de nous déplacer, de parler de nos programmes, des opportunités que nous avons aussi à l'international. Mais je dois dire qu'on reçoit aussi beaucoup de demandes, puisque l'avantage d'une école qui a 33 ans comme la nôtre, c'est qu'il y a un réseau de diplômés qui ont été formés et qui ont rejoint leur pays. Donc la communication se fait d'elle-même, en fait. Combien coûte le fonctionnement d'une école de commerce comme la vôtre? Quel est le budget annuel, tout simplement? Alors, le budget varie d'année en année, mais c'est entre 3 et 5 milliards de francs CFA. C'est un budget qui est levé principalement, on va dire, à 70% sur les frais de scolarité des étudiants. Qu'est-ce qui coûte cher? Les salaires des intervenants, les frais de fonctionnement, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Alors, vous deviez diviser ce budget. Ce qui coûte le plus cher, effectivement, c'est les salaires des enseignants-chercheurs. Parce que le monde, il y a une compétition aussi sur les cerveaux. Pour garder les meilleurs enseignants-chercheurs, il faut mettre le prix. Et les vacations des professeurs, les infrastructures également. Parce qu'une école, c'est d'abord des salles de classe, un environnement qui facilite l'expérience étudiante. Et partout ailleurs, nous, on ne veut pas être en reste de l'évolution des infrastructures, des amphithéâtres, de la transition numérique. Et donc, il faut des investissements majeurs et ça coûte très cher. De nouveaux investissements, donc. Est-ce que ça passe par des partenariats que vous concluez avec d'autres établissements dans le monde? C'est ce que vous cherchez aussi, c'est d'être en lien avec d'autres grandes écoles de commerce ou universités qui peuvent aussi vous aider à mutualiser tout ça? Absolument, parce que notre école a un rayonnement international qui fait en sorte qu'elle est effectivement ancrée sur ses racines africaines, mais également ouverte
sur le monde. Et pour cela, il faut nouer des partenariats, mais pas avec n'importe qui. Nous, très tôt, nous nous sommes positionnés pour travailler avec les meilleures universités, les meilleures écoles de commerce en Là, France. par exemple, vous êtes en France aussi pour ça? Exactement. Là, on vient donc de paraffer un partenariat exceptionnel avec HEC Paris, avec qui nous venons de signer pour préparer des élèves brillants à rejoindre les rangs d'HEC Paris après une licence à Subdeco. Donc vous ne les voyez pas forcément comme des concurrents? Non, absolument pas. Nous les voyons comme des partenaires avec qui nous pouvons travailler ensemble parce qu'aussi, ils ont une offre exceptionnelle internationale. Et notre objectif d'ailleurs, c'est de faire bénéficier nos étudiants africains, de leur faciliter l'accès aussi à ces parcours prestigieux. Favoriser cette mobilité, ces étudiants qui bougent beaucoup à l'intérieur du continent et ailleurs. Tout à fait. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, on ne peut pas se former que dans un seul pays. Alors, pour nous, nous croyons beaucoup à la formation hybride, c'est-à-dire pouvoir faire une partie de sa formation au Sénégal, en Afrique, et s'enrichir ailleurs pour plus tard revenir avec cette expérience acquise dans ces campus internationaux. Mais nous croyons beaucoup aussi à l'accession au cursus prestigieux. Parce que vous savez, c'est comme en France, vous avez plusieurs types d'écoles de commerce. Notre philosophie n'est de travailler qu'avec les meilleurs. Et donc, c'est pour ça que ce sont ces parcours que nous offrons aux étudiants qui vont donc rencontrer d'autres professeurs, d'autres cultures. Ils naviguent dans des campus où vous avez des Asiatiques, des Chinois, des Indiens, des Américains, des Canadiens, et des Français, des Européens. Et donc, tout ça, ça enrichit leur cursus, enrichit leur parcours, et puis plus tard, ils peuvent en faire bénéficier à leur continent. Abdou Aziz Sy, le nombre d'étudiants subsahariens à l'étranger a presque triplé en 20 ans. Est-ce que c'est le signe tout de même d'une défaillance des systèmes universitaires ou de l'enseignement supérieur plus généralement localement en Afrique? Alors, je ne pense pas que ce soit le symptôme. Je pense plutôt qu'il y a une envie réelle de voyager, de découvrir d'autres systèmes d'enseignement supérieur. Et là, quand je regarde les statistiques de l'UNESCO, on est à 18 000, au Sénégal, 18 000 étudiants sénégalais qui ont rejoint la France et 11 000 également qui viennent au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui attire, après le Maroc, le plus d'étudiants en Afrique francophone. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'aussi, on a un système d'enseignement supérieur qui est intéressant, qui a fait ses preuves. Et si vous regardez les dirigeants de beaucoup de pays, les dirigeants politiques, beaucoup ont fait leurs études soit à l'université Cheikh Anta Diop, soit dans notre école ou dans d'autres écoles au Sénégal. Et donc cette force d'attractivité, c'est aussi une force de notre pays. Quelles sont vos stratégies pour attirer ou retenir ces étudiants? Qu'est-ce que vous faites au-delà de l'enseignement lui-même? Qu'est-ce que vous faites pour eux pour donner envie de rester dans leur pays ou dans leur zone géographique? Alors moi, je pense qu'on n'arrête pas la mer avec ses mains. On ne peut pas empêcher un étudiant de vouloir découvrir d'autres contrées. Par contre, il faut l'encadrer, les accompagner pour qu'il se fasse dans de très bonnes conditions. C'est ça qui nourrit notre action, puisqu'ils sont accompagnés pendant tout le processus d'expatriation, parce que ce n'est pas facile. Un jeune Africain à 18 ans, 20 ans, 21 ans, qui s'expatrie dans un pays où il fait froid, où il n'y a pas ses parents. Donc, c'est un nouvel apprentissage. Et nous, notre rôle aussi, c'est de les accompagner, les mettre dans de bonnes conditions en termes de logement, avec le partenaire qu'il va rejoindre. Quand je parle d'encadrement, je parle de ça. Quand les choses sont faites dans le cadre d'un partenariat encadré, le partenaire aussi s'engage à mettre ces étudiants internationaux dans de bonnes dispositions. Mais quand ce n'est pas encadré, les étudiants sont laissés à eux-mêmes et doivent se faire leur chemin. Et je rajouterai que si vous regardez le taux d'échec à l'université, je prends l'exemple de la France, des étudiants de première année universitaire, et le taux d'échec est très élevé. C'est parce qu'ils ont des difficultés d'adaptation. Alors, on va parler de ces difficultés et de ces défis et de ce qui est fait justement pour encadrer cette expatriation dans quelques minutes, en prenant l'exemple de la France. D'abord,
un pays où il fait froid, en tout cas l'hiver, ce sont les États-Unis, où étudier est plus difficile qu'avant. Est-ce que les mesures décidées par l'administration Trump de limiter le nombre d'étudiants étrangers, est-ce que ça provoque des frustrations chez les étudiants que vous côtoyez au Sénégal? Bien sûr, les États-Unis ont l'un des systèmes éducatifs les plus performants. Et dans les partenariats que c'est quand même là que ça se passe, notamment pour la recherche. Pour la recherche, les brevets, les publications d'articles et les investissements massifs que les Américains ont fait. Mais vous savez, dans ce nouvel état de fait que nous ne pouvons que constater, décrier, les premières victimes sont d'abord les universités américaines elles-mêmes, puisque au moins 30%, 25-30% de leur budget proviennent des frais de scolarité des étudiants internationaux. Donc, c'est comme qui dirait se faire mal, se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est les premières victimes, d'abord, pour moi, c'est les États-Unis. Deuxièmement, ça nous donne aussi l'opportunité d'ouvrir aussi d'autres partenariats avec d'autres pays qui n'étaient pas une priorité pour nous. Je pense par exemple à des pays comme l'Espagne, le Portugal, également le Canada, qui quand même traditionnellement sont une terre d'accueil, mais surtout le monde francophone. Mais aujourd'hui, il y a la partie anglophone, Toronto, Ottawa, qui deviennent aujourd'hui des lieux qui reçoivent nos étudiants pour justement compenser la perte des partenariats des visas américains. Mais cette priorité qui est donnée aux jeunes Américains, en tout cas dans l'esprit de l'administration Trump, c'est quelque chose qui vous inquiète. Le monde de l'enseignement supérieur a moins de frontières que d'autres secteurs de la vie. Non, ça ne m'inquiète pas outre mesure, c'est juste que je trouve dommage de s'enfermer derrière des frontières. Vous savez, chaque fois que dans l'histoire de l'humanité, des peuples ont essayé de s'enfermer et de faire de l'entre-soi, ça s'est malheureusement mal passé. On se rappelle l'époque où les États-Unis avaient une politique isolationniste. Ils ont rapidement décidé de changer cette politique parce que autant les Africains ont besoin de venir se former aux États-Unis, mais autant aussi les entreprises américaines ont besoin de venir en Afrique pour investir. Donc voilà. Alors justement, vous avez organisé en tant que vice-président de l'AmCham Sénégal une USA Week, une semaine américaine à Dakar en ce mois d'avril 2026. Les États-Unis font toujours rêver les jeunes Sénégalais ou les jeunes Africains. Et la deuxième question aussi, c'est comment est-ce que vous arrivez à attirer des investissements américains sur votre territoire? Tout à fait. Évidemment, les États-Unis font toujours rêver. C'est la première puissance économique mondiale, avec un niveau d'investissement assez important au Sénégal et des partenariats historiques. Et pour arriver à attirer le Sénégal, attirer les investisseurs américains, on a d'abord la première on va dire le premier des avantages, c'est la stabilité économique qu'il y a chez nous. Nous sommes un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on regarde la région, et ça, c'est le premier facteur qui attire un investisseur. La deuxième, c'est la stabilité de la monnaie. Stabilité économique au Sénégal, malgré les problèmes budgétaires. On va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, vous dites, pour des investisseurs américains, le Sénégal, aujourd'hui, est une bonne destination. Absolument. D'ailleurs, il y a un regain d'intérêt, puisque la nouvelle politique américaine, justement, c'est trade, not aid. Donc, faire du business, mais pas de l'aide. Donc, il y a un shift de cette politique. Et nous sommes totalement en phase à l'AmCham avec cette politique de business qui est de faire des joint ventures, de s'associer avec des entreprises sénégalaises, africaines et créer de la valeur. Donc, nous sommes parfaitement d'accord avec cette ambition et l'espace que propose le Sénégal avec un nouveau code d'investissement aussi qui a été voté et qui va être promulgué, qui facilite en fait l'attractivité des capitaux. Alors vous allez remettre votre casquette de patron de Subdeco Dakar. On va parler à présent des écoles
européenne qui essaie d'attirer des étudiants étrangers malgré les difficultés, hein. C'est important pour les budgets de ces établissements. On va en parler avec un spécialiste de la mobilité étudiante internationale que nous avons d'ailleurs déjà reçu ici à RFI. Bonjour Duplex Kamgang. Bonjour Bruno. Vous êtes le fondateur de Studeli depuis 10 années maintenant, c'est l'anniversaire. Vous proposez des services pour les étudiants étrangers ici en France, des services financiers, notamment des cautions bancaires, mais pas que ça, c'est aussi voilà, un encadrement dont on parlait il y a quelques minutes. Comment vous voyez la situation des étudiants étrangers dans le contexte budgétaire que l'on connaît aussi ici en France ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la situation des étudiants étrangers qui viennent étudier en France, elle est de plus en plus dégradante. J'ai envie de dire que elle est difficile pour eux, dans le sens où aujourd'hui, avec la dernière loi de finances en France, a décidé de supprimer ce qu'on appelle communément l'APL, et qui pouvait être un bénéficiaire pour les étudiants. Moi-même qui suis l'aide personnalité au logement, c'est ça ? Exactement. Donc, les étudiants, moi, je suis arrivé en France il y a plus de 17 ans aujourd'hui. J'ai pu bénéficier de cela. On parle d'un budget en moyenne de 250 € qu'ils avaient comme aide sur leur logement. Et donc, vous imaginez un étudiant qui, avant, pour un logement de 700 €, il pouvait, soutenir la charge de 500 €, va devoir soutenir une charge de 750 parce que les logements aussi ont monté en termes de prix. Donc, ça va être assez compliqué pour la rentrée septembre 2026 qui arrive très, très bientôt. C'est vraiment ça, le logement, la priorité numéro 1, la préoccupation numéro 1 pour ces étudiants ? Il n'y a pas que le logement. C'est vrai que les frais de scolarité ont surmonté. J'ai envie de dire que c'est un peu la tendance mondiale. La France commence à s'arrimer. Surtout les écoles privées. La plupart, je prends l'exemple d'HEC Paris qui a augmenté ses frais de scolarité à 75 000 € pour 3 ans, voire 55 000 € pour les admissions sur titre pour les étudiants étrangers. C'est pareil pour Schema et ECP. Les universités publiques, comme vous le savez, il y a eu la loi qui est passée il y a 3 ans. Aujourd'hui, sont passés à quasiment 4 000 € pour les masters. Donc, ça, c'est aussi une préoccupation. Et les étudiants aussi ont une autre préoccupation qui est aussi, lorsqu'ils sont sur le territoire, pour pouvoir permettre de renouveler facilement leur titre de séjour. Parfois, ils ont des complications. Je prends l'exemple d'un étudiant qui arrive et la deuxième année, il doit renouveler son titre de séjour. Il doit patienter en moyenne 2 à 3 mois. Au niveau de la préfecture parce que les dossiers sont assez engorgés. Donc, je veux dire, tout ça aussi rend anxieux les parents et les étudiants. Et je pense que la France devrait militer à faire un certain nombre de choses pour pouvoir simplifier tout cela. C'est aussi le travail que chez Studeli, nous sommes donnés. Nous, on le fait depuis plus de 10 ans, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, on célèbre notre 10e anniversaire dans quelques jours, là. Et on a aidé plus de 50 000 étudiants arrivés en France. Et aujourd'hui, on sert les étudiants qui vont aussi bien en France qu'en Allemagne, en Belgique et en Espagne. D'ailleurs, c'est la petite exclusivité que je donne pour RFI désormais. Studeli émet l'aide pour les étudiants qui vont en Espagne, à savoir les cautions bancaires, trouver un logement, payer sa scolarité. Dernière question du Plex Kamgang. Vous avez dû faire évoluer vos services à ces étudiants depuis 10 ans, vu l'aggravation de ces problèmes de logement, l'aggravation de ces difficultés pour payer les frais d'inscription. Voilà, on rappelle effectivement en France, il y a une fin d'exonération pour les frais d'inscription des étudiants étrangers. Effectivement, c'est là où on a justement chez nous notre réponse à ça. Déjà pour les inscriptions, on a mis en place une bourse depuis 5 ans où les étudiants bénéficient modestement. L'idée de départ de cette bourse, c'était de 1 000 € par étudiant pour 50 étudiants. Cette année, on a décidé de la modifier en appelant Talent de demain. On a mobilisé les étudiants africains pour pouvoir bénéficier d'une bourse de 20 000 € par étudiant pour 3 étudiants, dont 60 000 €. Donc, c'est un peu notre petite contribution à l'aide à ces étudiants-là.
les frais d'inscription, effectivement, on les aide plutôt sur la façon de payer, parce qu'en Afrique, il est difficile de transférer, surtout en Afrique francophone, de francs CFA vers l'Europe. La plupart des étudiants et leurs parents n'ont pas souvent de compte bancaire, donc on les permet de le faire en 24 heures. Pourtant, avant, ils le faisaient en 2 semaines, 3 semaines. Merci à vous, Duplex Kangong. On va faire réagir immédiatement Abdoulaziz Sy à ce que vous venez de dire. Vous voyez la situation ici, bon, c'est le cas français, mais c'est le cas européen plus largement. Comment vous, de votre côté, à Dakar, vous préparez cette expatriation d'étudiants africains en connaissant les difficultés d'ici? Tout à fait. En fait, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est d'abord le modèle universitaire français qui est assez unique au monde, où les frais de scolarité pour les étudiants étrangers sont gratuits. C'est nulle part, vous ne le voyez nulle part au monde. Jusque-là. Jusque-là. Et la loi dont parle M. Duplex n'est pas encore mise en œuvre, puisque les universités restent autonomes et pour le moment traînent les pieds à appliquer ces réglementations. Mais en tout cas, c'est le mouvement qui est enclenché et c'est ça qui crée beaucoup de critiques et de colère dans les universités. Absolument. Donc, sur ce volet, je pense que quand même le système éducatif français a permis à beaucoup d'Africains d'avoir accès à cet enseignement et à rentrer plus tard dans leur pays. Donc, pour la préparation, l'encadrement des étudiants, c'est extrêmement important. On a eu beaucoup de cas d'étudiants qui, par manque d'encadrement, ont eu des échecs assez importants. Il y a eu un cas au Sénégal qui a fait couler beaucoup d'encre sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc, la préparation est extrêmement importante. Souvent, grâce à la diaspora, chaque famille en général a un parent, un oncle, une tante, un frère ou une sœur qui sert d'accueil, d'hébergement déjà. Et ces familles qui réussissent à avoir ces espaces ont un taux de réussite beaucoup plus élevé, puisque le jeune étudiant qui arrive, il est pris en charge, il est avec des gens qu'il connaît, et par conséquent, il a plus de chances de pouvoir réussir. Donc, nous, comment nous les préparons, je vous l'ai dit plus tôt, c'est l'idée même du partenariat avec une business school française, c'est que il y a l'accompagnement, l'intégration avec même les étudiants de la business school qui sont là, qui accueillent, avec un comité d'accueil et qui suivent l'intégration de l'étudiant international. Et donc, par exemple, avec HEC Paris, avec qui nous venons de signer, c'était l'une des préoccupations, justement, qu'ils avaient. Le pont qui est construit entre nous et eux, ça aide justement à l'intégration et à faciliter l'épanouissement, même la recherche de stage, qui est un élément aussi important de l'intégration. Parce que vous devez valider une année césure ou bien au moins 6 mois de stage. Une partie, ou en tout cas une part non négligeable des étudiants décident de ne pas revenir dans leur pays ou sur le continent. Oui. Comment on pourrait transformer ce qu'on appelle la fuite des cerveaux en circulation des cerveaux ou circulation des talents? Comment favoriser davantage les allers-retours? On voit que les questions administratives, on l'a entendu avec Duplex Kangong, ne sont pas du tout évidentes. Oui. Alors, effectivement, il y a la question aussi de la liberté individuelle de chaque étudiant, de pouvoir faire ses choix personnels. Je le comprends bien. Mais ma foi, pour un pays africain, un pays comme le Sénégal, par exemple, ce n'est pas dans son intérêt de perdre tous ses talents. Nous, dans les discussions que nous avons avec nos étudiants, nous leur faisons bien comprendre que nous aimerions, nous souhaiterions, nous recommandons de revenir au Sénégal et participer à la construction du pays. Quand je vois, par exemple, des filières comme les études d'ingénieurs, où déjà, on n'a pas assez d'ingénieurs, et qu'en plus, le nombre d'ingénieurs qui existent, une bonne partie s'expatrie, je trouve que c'est une tragédie pour le pays, et il faut qu'on agisse pour garder nos talents. Est-ce qu'il y a là aussi une inadéquation dans l'offre en termes d'enseignement supérieur? Est-ce qu'on forme suffisamment il y a des ingénieurs, mais aussi des techniciens, des commerciaux, dans tout un tas de domaines. Est-ce qu'on forme suffisamment pour des secteurs spécifiques
aux économies africaines. On pense par exemple pour le Sénégal, on pense à l'agriculture. Hein. Il y a des projets d'extraction qui peuvent aussi créer des emplois. Voilà. Est-ce que l'adéquation elle est suffisante pour inciter ces jeunes à rester travailler, à se former et à rester travailler? Alors, d'abord, il faut comprendre que les étudiants qui ont accès aux études supérieures, déjà, de base, le nombre est faible, rapporté à la population. Aujourd'hui, vous avez chaque année 150 000 candidats à peu près au bac au Sénégal, sur une population de 19 millions d'habitants. Vous imaginez, 150 000 étudiants, dont 40% vont réussir au bac. Et donc, les filières, il y a effectivement une réorientation à faire vers les filières techniques. Et je pense que le gouvernement est dans cet état d'esprit avec la création ou le développement des ISEP, donc c'est des instituts d'enseignement professionnel. Mais ces actions restent limitées puisqu'elles ne répondent pas en masse aux besoins du pays. Vous avez parlé de l'agriculture. On a effectivement besoin de jeunes formés, de jeunes ingénieurs, mais des techniciens aussi supérieurs, en masse. Et nous avons un problème de volumétrie. Nous formons, mais peu dans ces filières-là. Et donc, ce qu'il faut, parce que qui parle de formation parle d'enseignants. Si vous ouvrez des formations techniques, il faut que vous recrutiez des enseignants techniques. Donc, ça veut dire qu'eux, au préalable, doivent avoir été formés. Donc, il y a une question de coût. Pour vous donner une idée, le coût moyen aujourd'hui d'un étudiant à l'université, c'est à peu près, que l'État prend en charge, c'est à peu près 5 millions de francs CFA. Donc, c'est un coût très important pour le budget de l'État. Alors, il y a aussi la recherche, bien sûr, et puis on pense évidemment à l'intelligence artificielle. Le FMI nous dit que 40% des emplois dans le monde vont être affectés par l'IA dans les prochaines années. Est-ce que, selon vous, l'Afrique subit encore trop cette transformation ou est-ce qu'elle en tire déjà parti et comment est-ce que ça s'applique dans l'enseignement qui est prodigué, par exemple, à Subdeco Dakar? Oui, alors, je pense que nous avons raté déjà la révolution industrielle, la révolution de l'Internet, la révolution numérique. Et mon message, c'est qu'on ne doit pas rater la révolution de l'IA. Nos entreprises ne comprennent pas encore le tsunami qui est en train de se produire avec l'intelligence artificielle, où les usages ont complètement transformé. Les métiers également, et nous sommes très bien placés pour le dire, parce que nous intégrons l'IA dans l'ensemble de nos processus d'apprentissage. Je vous donne juste un exemple. Les méthodes d'évaluation, par exemple, des devoirs à la maison ont complètement changé. On sait qu'ils vont utiliser l'IA. Les étudiants vont utiliser l'IA. Et donc, là où ils vont être évalués, c'est surtout sur l'interprétation des données, sur leur expression, sur les liens qu'ils font, sur leur capacité aussi à diriger des équipes dans le cadre de clubs d'étudiants. Donc, on a transféré les critères d'évaluation. On attend d'autres skills, comme on dit, d'autres talents. Vous nous dites là que les étudiants, les jeunes et le monde de l'enseignement va plus vite que les entreprises. On est forcé parce que aujourd'hui, vous formez un étudiant qui va sortir dans 5 ans et le marché de travail qu'il verra demandera des compétences en IA. Mais vous nous dites que les entreprises n'ont pas totalement encore saisi l'enjeu, en tout cas là où vous vous trouvez. Abdoulaziz Sy, venons-en à quelques questions plus macroéconomiques. La démographie, c'est lié. Une bonne partie du monde vieillit, tandis que l'Afrique connaît une explosion démographique. Est-ce que ça change votre vision de l'éducation, votre vision du leadership d'une école de commerce comme la vôtre? Absolument pas. Ça renforce justement la vision que l'Afrique est pour nous la prochaine terre d'opportunités dans le monde. On sera 2,5 milliards dans 15 ans. Et aujourd'hui, je vois cette explosion démographique comme une opportunité. Mais une opportunité si et seulement si les dividendes démographiques seront recueillis si on comprend les enjeux de formation et d'éducation. Parce que trop souvent, malgré le fait qu'il y a un budget important qui est consacré à l'éducation, quand même plus de 25% de notre budget est consacré à l'éducation, mais est-ce que c'est consacré de manière efficace? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de
quantité, mais de qualité. Et pour moi, nous sommes encore loin de pouvoir tirer ce dividende démographique tant que nous ne mettrons pas en place tout un système, un mécanisme. Il y a trop de jeunes encore qui abandonnent les études au cycle secondaire, par exemple. Oui, vous savez, 50% de ceux qui rentrent dans le cycle secondaire, de jeunes élèves, ne terminent pas le cycle secondaire. 50%. En sachant que dans un pays comme le Sénégal, le chômage des jeunes, c'est à peu près 30% de cette classe d'âge. Et beaucoup d'emplois informels. Absolument. En conséquence, le travail informel, vous le voyez, ce décalage entre la création de l'emploi et la qualité de l'emploi? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, un jeune qui a abandonné le cycle secondaire, quels sont les choix qui sont offerts à lui? Soit il émigre à travers les pirogues, donc c'est une voie dangereuse, soit il va rejoindre le secteur informel en ouvrant un commerce sans perspective aucune, soit il intègre les grands corps, les concours de la douane, de la police, donc c'est sélectif, ou soit il ouvre un commerce, il intègre un atelier de menuiserie, un atelier de mécanique, etc., avec un salaire moyen, je rappelle le salaire moyen sénégalais qui est de 100 000 francs CFA, avec un coût de la vie qui augmente. Donc aujourd'hui, un jeune, il est entre le marteau et l'enclume. Lorsqu'il abandonne les études, il n'a pas assez pour subvenir à ses besoins, pour avoir des perspectives. Et aujourd'hui, notre intérêt en tant qu'État, c'est justement de pouvoir permettre à ce jeune, si jamais il a un métier, par exemple, de menuisier, de mécanicien, de pouvoir gagner décemment sa vie et nourrir sa famille. Et ne pas avoir besoin d'avoir 2, voire 3 emplois parfois. Exactement. De continuer le soir. Les jeunes femmes, on le sait, sont particulièrement vulnérables. Qu'est-ce que vous faites au sein d'une école de commerce pour réduire ces inégalités? Est-ce que tout le monde est à égalité? Est-ce que vous faites des différences dans l'enseignement, ou est-ce que vous vous dites qu'il y a potentiellement des secteurs où les jeunes femmes peuvent s'exprimer davantage ou occuper des emplois, pas nécessairement des emplois entre guillemets féminins, mais voilà, des emplois de techniciens ou d'ingénieurs? Oui, bien sûr. On a une bourse, par exemple, d'égalité des chances, qui est à peu près 20% des frais de scolarité sont dédiés aux bourses d'études, donc les étudiants qui ont un background familial modeste, s'ils ont un bon niveau, peuvent intégrer le groupe Subdeco. Nous avons des ressources importantes pour ce programme-là. La dette publique du Sénégal, on le sait, atteint des niveaux très élevés. C'est une préoccupation qui s'exprime dans le monde politique, naturellement. C'est au cœur de beaucoup de débats au Sénégal. Est-ce que ça a des conséquences, selon vous, immédiates pour le secteur privé, pour l'emploi et aussi pour l'idée que se font de leur avenir les jeunes qui vivent au Sénégal? Voilà. Est-ce qu'ils ont ça en tête, ou est-ce qu'ils se disent que c'est quelque chose de conjoncturel? Alors, d'abord, en ce qui concerne les entreprises, effectivement, les investissements ont diminué, puisque l'investissement public, à cause des marges de manœuvre que nous avons, a baissé. Donc, forcément, il y a une crise économique des entreprises. Alors, mon avis, c'est qu'elle est passagère. Je pense qu'on est dans une période d'ajustement, qu'une solution sera trouvée avec les partenaires multilatéraux, parce que ça ne peut pas être autrement. Et on sortira de cette étape-là. Alors, pour les jeunes, les étudiants, ils n'en sont pas encore, ils ne mesurent pas encore les effets, puisque les entreprises quand même recrutent encore, et ils ne mesurent pas totalement les effets, puisque c'est des indices macroéconomiques. Néanmoins, le secteur privé, je suis bien placé aussi pour le dire et le savoir, fait face à des difficultés. Les taux de croissance qui sont annoncés pour 2026 sont préoccupants, puisqu'on parle de 2,6. On n'avait pas rejoint ce type de taux de croissance depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, nous sommes préoccupés, mais encore une fois, je le dis, c'est les investisseurs, on a vu Invest in Sénégal, qui ont nourri des intentions d'investir malgré le contexte, et que
qu'il ne faut pas non plus exagérer le contexte économique. Pas de génération déprimée. Il y a des motifs d'espoir, il y a des opportunités. Par exemple, dans l'économie du sport, Tout à fait. on en parle assez régulièrement. Il y a cet événement qui se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça, c'est vu par vos étudiants et vos étudiantes comme une opportunité, pas seulement en vue de l'événement lui-même, mais à plus long terme aussi. Tout à fait. C'est un événement mondial. Pour la première fois en Afrique, les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront donc au Sénégal et nos étudiants, les jeunes de manière générale, le voient comme un événement phare, puisque déjà en termes de rénovation de nos infrastructures sportives, on va avoir un plateau sportif très très intéressant. On est en train de structurer aussi des métiers autour du sport, donc une perspective, un bassin d'emploi également qui pourra voir le jour. Et évidemment, une exposition du Sénégal. Aujourd'hui, on va montrer à la face du monde ce dont on est capable. Et, pas seulement dans le football, c'est ça que vous voulez dire. Pas seulement dans le football, encore que dans le football, on est quand même pas mal lotis en Afrique. Un grand merci à Abdoulaziz Sy d'être passé par les studios de RFI. Merci beaucoup Bruno. Président directeur général de Subdeco Dakar et vice-président de l'AmCham, la chambre de commerce américaine au Sénégal. Merci à tous de nous suivre, merci à nos équipes de réalisation et rendez-vous comme d'habitude sur la chaîne YouTube de RFI pour découvrir ou redécouvrir nos invités de l'économie.